Ça fait... Bonjour tout le monde! Je suis au courant, il y a un débat ici ce midi, donc si vous ne comptez pas y assister, vous pouvez partir. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez quand même rester, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on vous demanderait de baisser le son parce que ce serait cool que les gens qui sont intéressés entendent, puis aussi on va filmer le débat. Donc ce serait bien que sur la vidéo on entende les arguments et non pas juste le blabla de tout le monde. Donc voilà, vous pouvez prendre place, on va être prêt à commencer. C'est bon? En cadre? Ouais, c'est bon? Good. OK. Alors, la formule qu'on va utiliser, ça va être en alternance deux candidats. On va commencer par 5 minutes de présentation chacun. Ensuite, on va prendre les questions si vous en avez. Ils vont avoir chacun 2 minutes pour répondre. Puis 30 secondes pour répondre à l'argument de l'autre. Ah oui, c'est un débat sur quoi? Bon point. Excusez-moi, j'ai voulu en parler. En fait, on est actuellement en campagne référendaire pour la désaffiliation de la FEUS à la FEUC. Avant qu'on commence, il faut que tout le monde puisse bien suivre. La FEUC, c'est quoi? C'est la Fédération universitaire des étudiants du campus de l'Université de Sherbrooke, de premier cycle. Donc, vous tous êtes concernés, à moins que vous ne soyez pas au premier cycle, et qui pourraient ou non se désaffilier de la FEUC, la Fédération étudiante universitaire du Québec. Donc, la FEUC qu'on a vu pendant la grève, Martine Desjardins et compagnie, ça c'est la FEUC. Donc voilà, est-ce que vous avez une préférence pour qui va commencer? Roche, papier, ciseaux. Ça vous tente-tu, ça? OK, alors la parole à Julien Bilodeau, qui est contre la désaffiliation, pour 5 minutes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julien Bilodeau, je suis étudiant en 4e année en adaptation scolaire et sociale dans la faculté d'éducation. Moi aujourd'hui, le but de venir nous rencontrer, pourquoi je décide de venir à la Flèche pour venir nous parler qu'on devrait être contre la désaffiliation de la FEUC à la FEUC. Je pense que comme n'importe quelle organisation, n'importe quel moyen de revendication, c'est ensemble qu'on est plus fort. Avant de vous expliquer plus explicitement pourquoi je pense qu'on devrait rester à la FEUC, j'ai été impliqué au niveau de la politique étudiante dans mes 2 premières années à l'université. Je suis en 4e année, donc mes 2 premières années, j'étais président de la JEFEUS aussi. J'ai participé donc à la grève, j'ai participé à plusieurs moyens de pression. J'ai appris à découvrir la FEUC à ce moment-là. Puis après 2 ans, je me suis un peu retiré de ce milieu-là parce que bon, j'avais ça prenait beaucoup de temps et ça me demandait énormément d'énergie. Donc j'ai décidé de me retirer et de voir un peu aussi ce qui se faisait. Être un membre à part entière sans nécessairement être informé de tout ce qui se passe dans la politique étudiante, ça fait quand même du bien. Donc, dans le fond, je me suis libéré. Puis là, cette année, dans le fond, quand j'ai vu le référendum revenir pour une 2e fois en 2 ans, je me suis dit que cette fois-ci, c'était peut-être un peu plus de participer au débat pour qu'on comprenne vraiment bien les raisons pour lesquelles on a tout avantage à rester avec la FEUC. Donc, tout d'abord, la FEUC, pour ceux qui la placent un peu moins, la FEUC est une organisation qui représente 125 000 membres au Québec. Depuis 25 ans, elle travaille principalement au niveau de l'élaboration d'argumentaires solides à partir de principalement de recherche. Puis c'est grâce à ça, de fond, qu'elle fait une revendication au sein du gouvernement. Il y a des associations étudiantes. Bon, il y en a nationales, il y en a 2 présentement, il y en a une qui a disparu. Mais si on regarde au niveau de l'association nationale, c'est la FEUC est la seule organisation nationale qui présentement accepte de s'asseoir avec les gouvernements et avec les différentes instances politiques et aussi communautaires, il faut le rappeler, ainsi qu'avec les syndicats pour faire avancer la cause étudiante. Présentement, on est avec un gouvernement libéral majoritaire et qui ont présentement derrière eux une multitude de personnes qui vont venir leur dire que moi j'ai des chiffres qui disent que les étudiants ils vont tout en voyage, qui ont tout l'automobile de l'année. Mais grâce à la FEUC, on est capable de démontrer au contraire que les étudiants présentement sont plus endettés encore, que malgré l'aide financière aux études, j'en conviens qu'il y a encore des huettes, mais c'est grâce à la FEUC qu'on a quand même encore cette aide financière-là, qu'on est capable de la faire avancer. Donc la FEUC est un organisme qui permet justement de faire avancer la condition étudiante, pas seulement en criant le plus fort, oui, elle s'est criée, mais elle va utiliser au contraire toutes les instances gouvernementales, paragouvernementales pour justement faire avancer la cause étudiante. Puis je pense qu'elle est là la force, c'est que la FEUC accepte de s'asseoir avec tout le monde puis essaie de trouver le moyen de faire avancer la condition étudiante. Ici, à la Flèche, vous avez chacun une opinion personnelle, vous avez une opinion aussi d'association, mais je pense que par-dessus tout ça, il y a tous les étudiants du Québec qui ont besoin nécessairement d'avoir
la chance de se faire défendre. Je pense pas présentement qu'avec l'indépendance, donc de se retirer de la FEUC, on va être capable, on va être en mesure de défendre tous les étudiants au Québec. Donc encore une fois, mon discours ici n'est pas de dire que la FEUC c'est le meilleur moyen, et pas ici, c'est pas le meilleur moyen, et pas l'ultime moyen. On n'est pas en train de dire ici que la FEUC est parfaite, que la FEUC n'a pas à s'améliorer, mais je pense que depuis le dernier référendum, depuis les critiques sévères qui ont été faites de la part de la FEUC, la FEUC a amené sa revendication, a amené son organisation dans un endroit qui pourrait vraiment amener des différences majeures au niveau des conditions étudiantes. Encore une fois, peut-être que vous ne vous sentez pas représenté par la FEUC, mais pensez à tous les étudiants qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont en train de travailler, peut-être aux étudiants qui sont présentement surendettés, qui ont besoin de travailler 25 heures par semaine, alors que le gouvernement dit lui-même que c'est 15 heures maximum avant d'avoir une répercussion sur les études. Mais lorsque le gouvernement dit ça, puis la FEUC vient dire que présentement les étudiants, avec une recherche qui a consulté plus de 16 000 étudiants postsecondaires au Québec, principalement au niveau universitaire, on arrive avec des arguments solides, on arrive avec des mémoires, avec des recherches qui vont être capables de faire changer la balance, puis on est capable de le faire. On l'a fait avec les libéraux. On l'a fait avec les libéraux cet été, juste avec une peut-être indice d'avoir une autre augmentation des frais de scolarité. Mais la FEUC est débarquée au bureau, on tordu une coupe de bras, on fait valoir leurs points, puis finalement, même pas 24 heures après, le gouvernement reculait déjà. Ça, c'est un exemple concret de si la FEUC n'avait pas été là, on n'en aurait jamais entendu parler, puis l'année prochaine, dans la presse, on aurait vu augmentation des frais de scolarité. On a réussi à prévenir la source avant que ça explose, puis ça, c'est aussi une des forces de la FEUC. On est capable de voir ce qui s'en vient, on est capable de voir à long terme l'éducation. Je pense que c'est pour ça que la FEUC, depuis 25 ans, réussit à avoir des gains, n'est pas parfaite, mais est prête à s'améliorer. Donc, merci beaucoup, je suis là pour répondre à vos questions. Bonjour. D'abord, je m'appelle Mathieu Corbeil-Poussière. Je suis exécutant de la GFLESH en ce moment. Plus fort. Faut que je parle plus fort. Vous m'entendez bien comme ça? Je suis dans le mouvement étudiant depuis 2001. En alternance, j'entre et je sors depuis longtemps. Donc, vous aurez compris que je suis dans un retour aux études en ce moment. Donc, j'ai été impliqué un peu partout au niveau collégial, au cégep de Sherbrooke. J'ai été également exécutant de l'AC. Donc, le mouvement étudiant, au niveau local et au niveau national, je le connais relativement bien. Moi, je suis ici pour vous parler du camp du oui à la désaffiliation, pour vous expliquer pourquoi est-ce que les gens de la GFLESH et plus généralement aussi les gens de la FIRST à l'Université de Sherbrooke, on devrait se désaffilier de la FEUC. En fait, il y a déjà eu un référendum il y a 2 ans, en 2013. Ouais. 2013, c'est ça? Qui a été remporté par le camp de la FEUC à 70 personnes. Donc, c'était extrêmement partagé. Puis, on s'est dit, en fait, c'était pour plusieurs personnes, dont moi, les choses ont tellement pas changé qu'on s'est dit que c'était important qu'on se repose la question. Au niveau de la flèche, de la GFLESH, pourquoi, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Ben, on est devenu membre de l'AC. Donc maintenant, nous sommes doublement représentés. On est représentés autant au niveau de l'AC que de la FEUC. Au niveau des revendications, des méthodes d'action, en fait, c'est complètement contradictoire d'avoir cette double affiliation-là. Contradictoire et en plus inutile. Je pense qu'à la GFLESH, on a l'avantage ici d'avoir justement cette représentation-là. Donc, même si on se désaffilie de la FEUC, on conserve notre voix au gouvernement, on conserve notre voix au niveau national, et une voix qui, à mon sens, est beaucoup plus pertinente que l'affiliation avec la FEUC. Mon collègue disait que la FEUC est la seule organisation à s'asseoir, à aller rencontrer le gouvernement, les syndicats, le communautaire. Je rappellerai en fait que c'est absolument faux. Depuis que la coalition Main Rouge, donc la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics a été créée, et je crois que c'est en 2010, l'AC en fait partie. Donc c'est quoi la coalition Main Rouge? C'est un regroupement de syndicats,
de groupes communautaires et de groupes de la société civile, en fait, qui revendiquent une plus grande justice sociale, une plus grande équité sociale. L'AC a aussi également fait des mémoires, a participé à certaines commissions parlementaires, a déjà rencontré le ministre de l'Éducation, pas plus tard que cet automne. La seule différence, en fait, c'est que nous, l'AC ne s'assoit pas partout, tout le temps. L'AC a choisi de baser son action sur deux axes. D'une part, oui, la représentation là où c'est nécessaire et là où c'est utile, parce que c'est pas vrai que c'est utile de s'asseoir à l'ensemble des tables du gouvernement. L'AC a fait le choix d'aller là où ça comptait vraiment. D'autre part, l'AC se base également sur une mobilisation qui est des membres, ce que la FERC ne fait pas. L'idée, c'est de dire, nous devons bâtir un rapport de force qui soit réel et constant pour faire en sorte que les positions des étudiants et étudiantes, quand on a à rencontrer un ministre, soit appuyée, oui, par un argumentaire solide, élaboré, mais également par une mobilisation de la base. Parce qu'en 2012, c'est pas les études qui ont fait qu'on a eu une grève, puis qu'on a fait reculer le gouvernement. C'est parce que le monde était dans le bout. Puis ça, c'est le principe fondamental de l'AC, et c'est exactement ce que la FERC ne fera jamais. Ok, excusez-moi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais t'à lever la main. Ouais, ben ça, je peux la Bonjour. Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre, peut-être plus avant que le camp dit oui me réponde, puis après ça, c'est autre chose à rajouter. J'ai vraiment la misère à comprendre qu'est-ce qu'il y aurait de mal dans une double affiliation, parce que jusqu'à présent, de ce que j'en comprends, on pourrait à la fois comme encourager la FERC en tant que représenter les étudiants en général, mettons en faisant des recherches et tout ça, puis en parlant directement aux acteurs gouvernementaux, appeler ça comme vous voulez, puis d'un autre côté, être comme plus en représentation directe avec l'AC ou autre. Donc, je vais donner la parole au camp du oui pour 2 minutes, puis après ça, on répond 2 minutes. En fait, la problématique fondamentale, c'est justement que la FERC a toujours dit représenter l'ensemble des étudiants et étudiantes, peu importe qu'ils les représentent réellement ou non. Je vais donner l'exemple de 2005 parce que j'y étais. La FERC a fait des représentations au niveau gouvernemental pendant la grève. Je sais pas si vous étiez peut-être jeune, mais en 2005, il y avait une grève contre une réforme des prêts et bourses. La FERC n'était pratiquement pas en grève, n'était pratiquement pas là, mais pourtant a été négociée avec le gouvernement. C'est elle qui est allée négocier, et la FEC à l'époque, qui est allée négocier une entente à rabais. Ils nous ont fait passer une réforme des prêts et bourses qui a été extrêmement nocive pour les étudiants et étudiantes, alors qu'ils n'étaient même pas dans le mouvement. Donc la problématique, en fait, c'est la structure même de la FERC, qui les décisions se prennent dans les décisions se prennent dans un huis clos, c'est des structures qui sont très fermées, alors que l'AC, c'est une structure qui est plus large. Les décisions se prennent dans des petits groupes et ne tiennent rarement compte, en fait, de l'opinion réelle des étudiants et étudiantes qui disent représenter. En fait, être représenté par la CIC et la FEUC, moi je considère que c'est quasiment le meilleur des deux mondes, parce que d'un côté, on encourage une organisation qui se bat pour les conditions étudiantes des étudiants. Là, on ne parle pas juste ici des 125 000 qui représentent, mais de la part de tous les étudiants. Donc vous avez une représentation à ce niveau-là. Vous avez aussi une représentation au niveau de l'AC, parce que justement, comme il dit, on faut avoir un moyen de pression sur le gouvernement, et la rue est un
bon moyen de levier. On parlait de 2005 quand tous les étudiants étaient en grève. Présentement, il y a des manifestations à Montréal, puis il y a à peu près 20 personnes dans les rues, maximum 100 selon l'AC. Donc c'est intéressant d'avoir cette pression-là sur le gouvernement quand il y en a beaucoup, mais on ne peut pas solliciter les étudiants, on ne peut pas solliciter la population, on va être constamment en grève parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc présentement, il faut trouver autre chose que de se dire on va toujours être en grève, on va toujours être dans la rue. Puis présentement, ben, vous avez l'opportunité d'être dans la feuille, vous avez l'opportunité de, même si vous n'êtes pas en grève, ben, vous avez présentement une organisation qui défend les étudiants. Ils ne vous représentent pas, vous, en tant qu'individu. Ils représentent les étudiants de la province, ils vous représentent au niveau provincial, puis ils vous représentent au niveau fédéral. Donc c'est ça la particularité. C'est pas l'individualisme qui prime ici, c'est l'union, c'est les étudiants, c'est la condition des étudiants. Puis la feuille, quand ils réussissent à avoir un gain, mais le gain, c'est pas pour les 12 associations membres de la feuille, c'est pour toutes les associations, qui soient en grève ou pas, qui soient de l'AC indépendante ou pour la feuille. C'est ça qu'il faut comprendre de la feuille. Et aussi qu'il n'y a rien de mal à être affilié à deux parce que vous gagnez un peu le meilleur des deux mondes. Mon collègue ici a exactement repris ce que je voulais dire. Il y a 125 000 personnes qui est membre. Il y en a donc, je ne sais pas combien, qui n'est pas membre, mais la FEUC considère quand même les représenter. Je veux dire, en soi, ça, c'est réellement antidémocratique. OK, dans le fond, OK, c'est représenté, on parle de, j'ai parlé d'union de tout le monde, j'ai pas parlé de l'individualité, j'ai parlé que les gains qu'on va aller chercher, c'est pour tous les étudiants, c'est pas pour les simples personnes qui composent la feuille. Donc moi je pense qu'à ce sens-là, ben, c'est pour ça que cette représentation-là est efficace et qu'elle vient chercher la représentation de tous les étudiants. On va prendre une autre question. Une autre question? Oui, venir à l'avant. Juste pour bien comprendre, quand l'AC met de l'avant les positions qu'elle a, ce qu'elle prétend faire, c'est défendre l'intérêt uniquement de ses membres et non pas de la condition des étudiants en général au Québec. Parce que ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que la FEUC prétend défendre l'intérêt de tous les étudiants, mais l'AC, elle, ne prétendrait pas défendre l'intérêt de tous les étudiants. Elle se contente uniquement de défendre que la condition de ses membres, puis les autres étudiants qui sont pendant chez elle, elle n'a pas d'intérêt pour eux. Est-ce que c'est ça votre propos? Ah oui, c'est vrai. Ben, vu que je commence, vous parlez de la FEUC, parce que lui, vous pourrez répondre après. Ben, la FEUC, dans le fond, lorsqu'elle parle de représenter ses membres, ben, on s'entend pour dire que, par exemple, elle a travaillé à la réforme de l'aide financière aux études, est allée chercher une contribution parentale avant de 30 000 $ par famille, maintenant rendue à 45 000 $ par famille. Donc, avant, on était à deux parents qui faisaient, par exemple, 20 000 $, ça faisait 40 000 $ pour le foyer familial, ben, les personnes n'avaient plus accès aux bourses. Maintenant, on est rendu à 45 000 $. 45 000 $, c'est une petite affaire de plus que le salaire minimum. C'est sûr que c'est pas la lune, c'est sûr qu'on est capable d'aller chercher encore plus, mais je pense que les étudiants qui sont inclus dans cette tranche-là, qu'ils soient de l'AC ou pas, qu'ils soient de la FEUC ou pas, qu'ils soient indépendants, je suis pas mal sûr que quand ils ont vu leur bourse arriver, ils étaient pas mal contents et ils étaient pas mal heureux, même si on n'a sans doute aucune idée que c'est la FEUC qui l'a fait. Un autre exemple, dans les bourses, le système de calcul, on calcule 7 $ par jour pour manger, c'est pas beaucoup. La FEUC a réussi à aller chercher 9 $ par jour, 2 pièces de plus. 2 pièces de plus, c'est rien. Mais quand tu regardes au bout d'une année, c'est 800 $ de plus à peu près pour manger. On peut aller chercher plus, je suis d'accord. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer à être dans la FEUC, il faut continuer à faire avancer les conditions étudiantes. La condition étudiante, c'est pas d'aller réussir à tout gagner d'un coup. Malheureusement, si c'était aussi facile, ça fait un méchant bout qu'on n'aurait plus besoin d'aucune organisation étudiante. Le problème, c'est que c'est par petit pas qu'on réussit à aider les étudiants en général. Fait que l'étudiant que lui, on n'a aucune idée, puis qu'un jour, du jour à l'autre, il a réussi à avoir plus de bourses, plus de prêts, même majoritairement plus de bourses, ben, il était vraiment content, ça. Il était vraiment content d'avoir eu l'appui, puis d'avoir eu de l'aide de la FEUC, c'est ça que la FEUC permet. Donc, on va aller voir pour l'instant. Effectivement. Non, l'AC ne défend pas l'intérêt uniquement de ses membres.
effectivement, l'AC défend sa vision du système d'éducation, défend ce que devrait être la condition étudiante. C'est sûr qu'on va défendre et qu'on va expliquer la situation des étudiants en général. Par contre, quand l'AC parle, quand l'AC fait un communiqué, elle parle au nom de ses membres. Elle ne prétend pas parler au nom de l'ensemble des étudiants et étudiantes du Québec. Et c'est là la différence, en fait. Mon collègue parle de gains dans les prêts et bourses. En fait, ils sont allés chercher effectivement un peu plus d'argent cette année. Par contre, ils ont accepté de faire passer une réforme en 2005 qui a amené aujourd'hui ce qui fait en sorte que le montant des bourses, des prêts a triplé, puis que le montant des bourses a diminué. Donc, voilà. Je pense que ça fait. J'étais pas là en 2005, j'avais 14 ans, je pense. Je peux pas dire pour le 2005, s'il y en a qui ont encore cette vieille rancœur-là de 2005, qui disent qu'une association ne peut pas évoluer dans le temps, bien, allez voir les membres directement de la FEUC, allez voir, puis qui vont vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2005. Moi, personnellement, si j'ai encore une crotte sur le cœur de 2005, ce serait le fun qu'elle commence à être évacuée parce que, je veux dire, le monde a changé dans le boutique étudiante, puis les étudiants qui sont là, ça fait déjà genre 7 ans qu'ils sont sur le marché du travail. En fait, c'est pas une question d'être une rancœur envers la FEUC. En fait, c'est une façon de démontrer les méthodes de la FEUC et de montrer l'inefficacité des méthodes de la FEUC. J'ai eu, je pense qu'on a passé par-dessus ça, mais c'est ça. C'est juste de démontrer comment la FEUC essaie de nous prétend faire des gains, alors que depuis 25 ans, les droits de scolarité n'ont pas cessé d'augmenter. Alors, ça fait... Oh, c'est vrai. Ça fait juste 30 secondes. Juste vous rappeler que ce n'est pas un débat FERC-AC, c'est bien qu'il y ait des questions sur l'AC si vous voulez vous informer dans la tâche sur votre assaut nationale, mais juste rappeler que c'est FERC ou pas FERC. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement soulevé une question que je me posais et que j'avais oubliée. C'est quoi, dans le fond, les options selon le camp du oui à la DESAF, autre que de se mettre avec l'AC faculté par faculté? En fait, c'est simple. L'idée du camp du oui, parce que pour nous, bon, c'est ça, là, on est à la GFLESH, donc nécessairement, nous, c'est clair, on a une option. Pour l'ensemble du campus, en fait, ce sera aux gens de décider, ce sera aux facultés de décider. En fait, il y a la FERS, en fait, représente des gens, des étudiantes de l'ensemble du campus, donc représente autant la GFLESH que les gens d'administration et de génie. Et on s'entend que les valeurs et les idées qui sont défendues par les deux facs sont complètement différentes. Donc, ce qu'on dit, nous, au camp du oui, c'est que les facultés pourront choisir, que c'est aux facultés de choisir qui devrait les représenter, plutôt que ce soit la FERS qui arrive à prendre des positions qui sont difficilement réconciliables entre les différentes facultés. Puis en plus, c'est que nous, on est membres nous autres, on est membres de l'AC, mais il y a aussi l'AGED, en droit, qui ont une association nationale. Génie en a également. Admin, médecine aussi. Donc, il y a déjà, en ce moment, d'autres appuis nationaux pour d'autres appuis. Mais la FERC, ça ne peut pas être autre chose que la FERC. Non. La FERS comme asso étudiante, tu parles? Ouais. Dans le fond, moi, je vais essayer de répondre à la question en ayant, comme vous êtes déjà dans l'AC, qu'est-ce que vous avez à gagner à devenir indépendant? Vous êtes représenté par l'AC, mais qu'est-ce que la FEUC fait présentement qu'elle ne fera plus lorsque vous ne serez plus à l'intérieur de ses rangs? Je veux dire, vous allez devenir une association, mais la FEUC va devenir 14 000 membres sur 500 000 étudiants postsecondaires au Québec. C'est ça que ça veut dire. Donc, présentement, tout ce que vous avez est amené par l'AC, est amené par la FEUC.
Lorsque vous allez sortir de la FEUC, ben, vous n'aurez plus le droit de participer, vous allez pouvoir observer de l'extérieur ce qui se passe. Vous ne pourrez plus intervenir au congrès, vous ne pourrez plus, en fait la FEUS ne pourra plus faire ça. Lorsque vous devenez indépendant, on devient, la FEUS, une petite quantité de personnes qui représentent uniquement Sherbrooke à travers une marée d'autres étudiants. Est-ce qu'on va pouvoir se représenter au national? Ben, la réponse, c'est non, parce que je pense pas que le ministre libéral a le temps de s'asseoir avec toutes les associations au Québec. Mon collègue parlait ici des associations qui existent en génie, qui existent en administration. Ces associations-là, on parle de la CRIC, on parle de Durefax, si je ne me trompe pas, ce sont des associations aucunement politiques. Parce qu'eux, leur travail, c'est d'unir les étudiants en administration, en génie, d'organiser par exemple les Jeux du commerce, d'organiser des défis de génie. Mais il n'y a absolument aucune décision politique qui est prise. Le but, c'est, en fait, c'est une organisation apolitique. Donc, au niveau de votre choix ici, c'est est-ce que vous voulez être représenté que par l'AC, donc que par des personnes qui utilisent des moyens qui sont la rue, qui sont le moyen de pression, ou bien on veut utiliser aussi une organisation, la FEUC, qui elle utilise, oui, ces moyens-là quand c'est nécessaire, mais qui passe par une multitude d'autres moyens, dont les recherches, dont les sources, dont l'argumentaire. Si on parle, tantôt, juste pour répondre à mon collègue, d'où viennent les informations, la FEUC a développé quelque chose qui s'appelle le Source et Mode, qui a représenté la vie de 16 000 étudiants de toutes les universités. Donc c'est comme ça qu'ils font pour bâtir un argumentaire. Faut aussi, en fait, je pense que depuis 2004, il y a environ 100 000 étudiants et étudiantes qui ont décidé de partir de la FEUC. Donc c'est 12 associations, en tout cas, plus d'une dizaine d'associations étudiantes qui ont décidé de quitter la FEUC. Donc, est-ce qu'une organisation plus de type de la FEUC peut voir, Effectivement, il y a des associations qui ont décidé de quitter la FEUC, il y en a aussi qui ont décidé de rester comme la FEUS il y a 2 ans. Que ce soit une différence de 70 votes ou de 2000, la démocratie a parlé, la démocratie a dit on veut rester dans la FEUC. Donc c'est pas à remettre en question, peu importe l'espèce serrée ou pas. Puis comme je vous ai dit, la FEUC, c'est pas la condition de moi, de vous, c'est la condition des étudiants. Donc c'est pas parce qu'ils perdent des membres qu'ils vont arrêter puis qu'ils vont aller plonger dans leur coin. Au contraire, ils vont continuer à aller chercher des gains pour la FEUC, puis c'est grâce à nous, la FEUS, qu'on peut aller les aider à faire ça. D'autres questions? Oui, excuse-moi. D'autres questions dans la salle? Oui? En fait, moi je me questionne sur la pertinence d'avoir une élite d'allumés qui prennent des décisions seuls dans un coin pour représenter une masse énorme de gens. La masse d'illuminés, ça doit être probablement la FEUC. D'après moi, ça doit être à moi que ça s'adresse. La masse d'illuminés, en fait, travaille avec les associations qui participent à leur congrès. La FEUS y participe. Je vous invite à aller tous au bureau de la FEUS maintenant et d'aller voir comment ça se passe depuis le début de l'année dans les congrès de la FEUS. Ça va super bien. Je veux dire, il y a eu des petits problèmes dans les dernières années, mais je pense que si on est capable de surmonter les petits problèmes, on est capable de l'avancer. Il faut dire que c'est pas facile d'avoir des liens consensuels quand une association qui, à chaque année, décide de vouloir s'en aller. C'est dur de bâtir sur du concret quand la majorité des gens veulent juste détruire. Donc il faut aussi considérer ça. Comment maintenant on fait pour avoir une élite d'illuminés? Le fonctionnement de la FEUC, c'est par commission, ce qui veut dire que tu représentes 50 étudiants ou tu en représentes 14 000 ou 45 000 comme la FECUM, c'est un vote et une association. Donc c'est le but de la FEUC, c'est pas d'arriver à tout le monde pense pareil. Le but c'est d'arriver à on pense pas pareil, mais comment on fait pour atteindre le semblant le plus proche possible de ce qu'on pense. C'est pour ça qu'à la FEUC, il y a des associations qui sont pour la hausse, il y en a qui sont pour la gratuité, mais qui ont réussi à trouver un terrain d'entente qui est pour le gel. Pas parce qu'on a abandonné, pas parce que les associations ne représentent pas leurs membres, pas parce que la FEUC ne veut pas représenter les membres, parce que dans une société, il faut arriver avec des consensus. Puis si on n'arrive pas à des consensus, si on n'arrive pas avec des... On va essayer de maximiser les gains, là, les associations ont décidé de se dire, regarde, moi, ma petite personne, moi, mon étudiant, là, il est peut-être plus important que... Il est peut-être moins important que l'ensemble de la condition étudiante. C'est pour cette raison-là qu'on essaie d'aller chercher des choses qui vont
aider la majorité des étudiants, pas juste un étudiant, pas juste lui qui veut la gratuité, on va aller chercher celui qui a de la misère à payer. C'est pour ça qu'on va travailler sur l'aide financière d'études, c'est pour ça qu'on va travailler sur le gel de scolarité, c'est pour ça qu'on va aller avoir une nouvelle politique au niveau de l'argent des garderies, c'est pour ça qu'on va stopper les frais institutionnels obligatoires. Toutes ces choses-là, on n'en parle pas, mais c'est des choses que la FOC va chercher. Fait que la gang d'Illuminés, ben, c'est les associations étudiantes qui vont consulter leurs membres et qu'après ça, elles mènent leur position. Donc, en fait, la structure de la FOC fait en sorte que les décisions sont prises rapidement, sans consulter réellement les membres. La FOC peut appeler à la FOC et dire on a besoin d'un mémoire pour je ne sais pas combien de temps, des délais qui sont très courts. Et ça ne donne pas le temps à la FOC en fait, de faire une vraie consultation de ses membres pour voir quelle est la vraie position. Donc la FOC doit élaborer, doit étirer ses mandats pour finir par prendre position, pour respecter les délais qui lui sont imposés en fait par la FOC. En 2013, il y a eu la consultation ici. Et les gens se sont dit d'accord, la FOC veut rester à la FOC, mais malgré tout, il y a des changements qui doivent être faits, autant dans dans la structure même de la FOC. Léo Fugazan en droit ici, ainsi que d'autres membres de la FOC ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à une réforme des règlements généraux de la FOC en se disant s'il faut rester dedans, autant l'améliorer, faire quelque chose de plus démocratique. Et ça a été balayé du revers de la main. On va vous dire qu'il y a plein de choses qui ont été adoptées là-dedans, effectivement. Le tiers des recommandations a été accepté, mais le tiers qui a été accepté était des changements de français, de virgule, était des précisions dans les définitions. Tous les points qui étaient majeurs, toutes les réformes majeures dans les structures ont été rejetées du revers de la main. Juste pour revenir au niveau de la gang d'Illuminés, parce que je pense que c'est vraiment ça la question, là, en Assemblée générale annuelle qui se tient au mois de juin, l'ensemble des associations étudiantes décident du plan de match pour l'ensemble de l'année. C'est justement un des arguments du oui qui dit que c'est absolument pas changeable. Donc, s'ils disent que c'est absolument pas changeable, donc ils sont décidés au mois de juin, et donc toutes les associations savent exactement quand est-ce que le mémoire de tel sujet ou de tel dossier va sortir. Donc, pour cette raison-là, qu'en fait, ils ont le temps de se préparer, puis en même temps de travailler d'avance, ils ont un an souvent pour travailler sur les mémoires, sur la consultation de leurs membres. C'est prendre leur temps. C'est la faute de la FOC, pas nécessairement de la FOC, c'est elle qui doit consulter ses membres, c'est pas la FOC. C'est bon. En fait, c'est les délais, souvent. Puis la structure de la FOC fait aussi que c'est difficile de changer de cap. Par exemple, cet été, il avait été décidé que la campagne était pour les prêts et bourses, pardon, pour l'amélioration des prêts et bourses. Par contre, est arrivé toutes les vagues de coupures d'austérité et la FOC a quand même maintenu son plan de match qui est de se défendre les prêts et bourses, qui en soi n'est pas mal. Mais si on est dans un contexte global de restrictions budgétaires, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir plus de prêts et bourses. Pardon. Autre question? Oui? Ma question s'adresse plus au camp. Mais on a parlé il y avait plusieurs assos qui sont affiliés récemment de la FOC. Moi, je voulais juste savoir pourquoi, parce qu'on a un ici un peu sur ce point-là. Je suis curieux. Mais le oui pour les autres aussi. Dans le fond, dans les dernières années, des associations qui ont décidé de quitter la FOC pour les mêmes raisons que la FOC voulait là, il y a 2 ans, au niveau de la transparence, de la représentativité et tout ça. Mon collègue en a parlé, il y a eu des réformes majeures au sein de la FOC dans les 2 dernières années auxquelles la FOC a pu participer. S'il avait décidé de quitter, il n'aurait pas pu participer. Il faut comprendre ça aussi, c'est que si on veut améliorer un système, si on veut améliorer quelque chose, il faut faire partie de ce système-là. C'est pas juste en hurlant
qu'on va réussir à faire des changements, c'est quand on réussit à se voir sur la table, qu'on réussit à amener nos points, qu'on réussit à faire l'argumentaire, qu'on va être capable de changer le système. C'est pas juste en criant et en étant, ben moi j'ai décidé de m'en aller, fait que je m'en fous un peu. Au niveau de la FOC, les règlements généraux ont été changés. Il y a 450 règlements, je pense, qui ont été écrits par la FOC. Il y en a le tiers qui ont été refusés. La FOC a décidé de quitter la table à ce moment-là parce qu'ils ne voulaient pas avoir à défendre leurs points. Il y a quelque chose à un moment donné qui ne vient pas t'aider quand tu décides de t'en aller. Pour les 300 autres qui restent, ben, ils ont été acceptés. Ils ont même été chaudement acceptés par les autres associations qui trouvaient que c'était particulièrement logique. Mais encore une fois, on a une image que la FOC peut être significative autour d'une table comme la FOC. Ensuite, si on regarde plus au niveau du départ des dernières associations, comme monsieur le disait, dans les 2 dernières années, il y en a 2 qui sont partis. Je veux dire, c'était avant qu'il y ait des réformes majeures au sein de la FOC. Depuis ce jour-là, il y a juste nous, mais nous, c'est un mandat qui date de plusieurs mois, c'était avant. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais eu des congrès présentement de la FOC. Ben, ils sont remplis d'associations non-membres qui sont là, qui sont présentes, puis qui participent en tant qu'observateurs. Donc la FOC a perdu des membres, mais en attire aussi de plus en plus, énormément. Puis on semble revoir dans la FOC quelque chose d'utile, puis quelque chose qui fait vraiment avancer la condition des étudiants. Puis je pense que c'est ça qu'il faut continuer à garder en tête quand on travaille avec la FOC. Bon, je pense que pour la réforme, la réforme des structures de la FOC, on a fait un peu le tour. On s'entendra pas là-dessus, ça c'est sûr. Au niveau des associations qui ont désaffilié, moi je vais juste dire qu'il y a 2 associations qui ont désaffilié l'an passé et dont les désaffiliations n'ont pas été reconnues par la FOC, donc qui sont toujours considérés comme des membres de la FOC. Pourtant, la décision a été prise à la suite d'un référendum, donc de consultation populaire tel que ce qu'on fait en ce moment. Ensuite, ben, c'est effectivement depuis 2004, il y a des gens qui décident de quitter la FOC pour essentiellement les mêmes raisons que nous. Les structures sont opaques, la structure est rigide. C'est profondément antidémocratique. Donc, je pense que, puis, au cours de, malgré tout ça, il a fallu qu'il y ait 10 associations qui finissent par partir avant que la FOC dise peut-être qu'on a un problème. Donc, quand une structure en soi prend autant de temps avant de se rendre compte qu'il y a un problème, ben c'est peut-être parce que la structure a effectivement un problème. Si ça a pris tant de temps à la FOC pour demander une réforme des règlements généraux, il y avait juste à en faire la demande. Une fois que c'est demandé, la FOC doit faire des changements. Donc la FOC a quand même pris une couple d'années avant de se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Donc c'est peut-être plus au niveau de personnes qu'au niveau d'instances. Si je veux se revenir au niveau de ceux qui ont quitté, il y a un contrat qui unissait, parce que maintenant ce contrat-là n'existe plus depuis que la FOC a fait la demande qu'il soit enlevé et a été enlevé. Il y avait un contrat qui unissait la FOC et ses associations membres. Puis ce contrat-là était présent lors de la désaffiliation. Puis quand il y a un contrat qui n'est pas respecté, bien, à quelque part, je veux dire, c'est comme en n'importe quoi. Le contrat est signé par les 2 parties. Je pense qu'en mouvement étudiant, on se doit de respecter un contrat aussi. Effectivement, un contrat qui est signé généralement en bonne foi. Par contre, moi je me questionne sur la légitimité d'une affiliation alors que les gens se sont clairement prononcés pour quitter une association. Je me demande c'est quoi la légitimité d'une association nationale de ne pas la reconnaître. Je veux dire, ça n'a pas été ça n'a pas été des campagnes qui étaient clairement sales. Mais la FOC refuse quand même de les reconnaître. On prendrait une dernière question. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Oui. Moi j'ai peut-être une question plus de compréhension. Parce que j'ai compris les arguments, je pense, pour la désaffiliation, mais ce que je comprends, c'est à quel moment la solution de sortir de la FOC, ça va faire que ça va être plus démocratique, plus transparent, qu'on va avoir des changements. À partir du moment où on est en dehors, je ne comprends pas à quel point on va avoir une plus-value. C'est une excellente question. En fait, c'est qu'on l'a essayé.
on a essayé de le faire par l'intérieur. Il y a eu un référendum qui a dit on reste avec la FERC. La FERC a tout fait pour faire changer les structures, pour faire en sorte que les budgets soient ouverts, faire en sorte que les élections soient plus libres, faire en sorte que les structures soient plus efficaces, plus représentatives de ce genre. Et tout ça a été rejeté. Donc, à un certain moment, tu as beau dire oui, on veut l'améliorer, on veut la transformer, mais quand il n'y a aucune volonté, parce qu'en fait, il faut se dire que la FERC, c'est qui? La FERC, c'est Sherbrooke, la FECUM, l'Université de Montréal, c'est Concordia, puis c'est Abitibi-Témiscamingue. Donc, puis ça ne changera pas demain matin. Donc, à partir du moment où tu as les gens de l'Université de Montréal et que tu as les gens de Concordia qui refusent de changer, il nous reste quoi comme moyen? Soit accepter la structure telle qu'elle est, ce qui nous apparaît complètement impossible, ce qui nous apparaît comme une mauvaise idée, et donc de se retirer. Si on rejette ces structures-là, ben, le seul choix qui nous reste, c'est de s'en aller. Je vais juste parler un peu de ce qu'on reproche à la FEC. Tout d'abord, on parle des budgets, des budgets secrets, votés. La dernière personne qui a eu la brillante idée de rendre les budgets publics, c'est Stephen Harper et ses conservateurs qui ont voulu rendre publics les budgets des conservateurs. Les syndicats ils se sont fait ramasser en cours en disant que quand tu veux créer un système de poids face à un gouvernement, la dernière des idées, c'est que tu veux que le gouvernement soit au courant de ton budget. Vous irez demander à la CIE sur leur budget public, pantoute. Vous irez demander à la FEUS sur leur budget public, je ne penserais pas non plus. Les budgets sont possibles, ils peuvent être consultés. La dernière fois que la FEUC a voulu présenter le budget à la FEUS, c'était en automne, puis la GFLECH a voté contre. La GFLECH s'est levée en disant on ne veut pas voir votre budget. Vous irez voir dans les procès-verbaux, j'ai le président de la FEUS qui vient me le confirmer. Donc je veux dire, je ne peux pas faire plus que de vous dire, quand vous ne voulez pas voir les budgets, quand vous ne voulez pas participer à la transparence d'une association, ben c'est sûr qu'à quelque part, vous n'aurez pas plus de transparence. De dire qu'on veut un plus-value en sortant de la FEUC, qu'on veut faire des changements, ben c'est le fun de faire des changements, mais quand on décide de boycotter une instance, qu'on décide de plus participer à cette instance-là, ben c'est vous qui vous en retrouvez perdant, vous n'avez pas participé. Il y a des associations qui ont décidé de ne pas participer au sommet, peu importe ce que le sommet a eu comme répercussion. Si tu n'étais pas là, tu n'as pas pu amener tes points. Est-ce que la représentativité des membres, c'est de dire on ne veut plus en parler, puis on veut se cacher, puis on va juste utiliser la rue qui amène maximum 1200 personnes, ou bien c'est de trouver le moyen d'arriver avec des points, avec des commissions, puis faire avancer les choses par d'autres moyens que juste la rue, par faire avancer le moyen autour de table, autour de commissions. C'est ça le moyen, je pense, que la FEUC a décidé de se doter. Puis depuis 2 ans, les réformes, ben, je veux dire, ils sont présents. On vient de parler des règlements généraux. Le tiers n'a pas été accepté, mais l'autre a été accepté. Il y a eu la politique de référendum qui a pris le bord. C'est des changements concrets, des demandes de la FEUC. C'est la FEUC qui a demandé ça, et ils ont accepté de faire ça. Donc, je veux dire, la transparence, la FEUC n'est pas parfaite, mais perfectible. Je pense que les associations de la FEUC devraient participer à la rendre perfectible, et non, genre, c'est caché dans un... C'est caché. Juste avant qu'on réplique, en tant que coordinatrice de la GFLECH, je voudrais juste clarifier que ce n'est pas vrai. Désolé, j'aimerais bien voir le contre-bas dont tu parles. La GFLECH n'a pas refusé de voir le budget. En fait, la GFLECH a refusé de forcer les gens qui n'étaient pas membres de sortir de la salle, ce qui est selon moi bien différent. Là, juste si vous avez plus de questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir voir votre assesseur étudiante. Merci. Oui, j'allais y revenir en fait en congrès. Pour que le budget de la FERC puisse être présenté, il fallait voter un huis clos. Et la GFLECH c'était pas contre le budget, c'est pas qu'on voulait pas le voir, c'est qu'on voulait pas être forcé de voter un huis clos. Donc c'est pour ça qu'on s'est opposé au huis clos et non à voir le budget, ce qui est clairement différent. Oui, le budget de la CIE, il est public, il est disponible sur son site internet et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire la grève de 2012. Voilà, moi je pense que ça fait. Il y a une différence entre l'état financier et budget, mais ça c'est pas grave. Juste pour revenir dans le fond au niveau de ce que la FEUC a réussi à faire en 2 ans pour s'améliorer. Je veux dire, on peut pas reprocher à une association de pas vouloir
de ne pas être assez transparente lorsqu'elle-même elle décide de donner plus de délais aux membres pour consulter, lorsqu'elle met public son horaire de l'année pour justement que les associations aient le temps de se préparer puis aient le temps d'arriver avec des positions solides puis des argumentaires. Si la FEUC n'a pas le moyen puis ne veut pas prendre la peine de... c'est de la faute de la FEUC. Alors, c'est ce qui clôrait notre débat. Par contre, je ne sais pas si vous avez le temps de rester, messieurs. Il y a encore le micro. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, c'est un endroit... vous avez le droit d'expression. Donc, si vous voulez vous exprimer, poser d'autres questions, vous pouvez le faire sans que ce soit formellement un débat ou même en privé. Voilà. Oh! Est-ce que vous voulez qu'on fasse une conclusion? On peut en donner un petit temps pour conclure? Ouais? Ouais, je vais prendre ça pour un oui, là. Fait que 2 minutes chacun, ça vous dirait? Donc, en fait, je vais être très bref. Je pense que les questions, les réponses ont été suffisantes. Je pense que la GEFLESH n'a aucun intérêt à être représentée par la FEUC. Nous sommes déjà représentés au niveau national dans une association qui représente beaucoup plus nos valeurs, nos principes, nos principes. Voilà, qui est ouverte et clairement démocratique. Voilà. Bon, ben, pour conclure, merci beaucoup de votre écoute. Moi, j'aimerais juste conclure en disant qu'il n'y a absolument rien dans la FEUC qui vous interdit d'être affilié à la CIP, d'être affilié à la FEUC. Je pense que vous gagnez le meilleur des deux mondes en faisant ça ici. Vous avez une représentation au niveau de la rue, de tout ça. Vous avez au niveau de valeurs, vous avez aussi une représentation au niveau de la condition étudiante de tous les étudiants postsecondaires au Québec. Vous avez une représentation au niveau provincial, au niveau fédéral. Vous siégez sur des commissions. Probablement, vous ne connaissez pas le nom, il y a trop de lettres qui se suivent pour les connaître et les apprendre par cœur. Mais quand même, puis je pense que pour réussir à faire avancer la condition étudiante, il faut se donner des moyens pour le faire. Il n'y a pas juste un seul moyen pour le faire, il y a des moyens, puis c'est ça que la FEUC privilégie, d'avoir des moyens pour faire avancer la cause étudiante. Juste pour conclure aussi, je pense que la FEUC n'est pas une organisation qui est parfaite, elle est loin de là. Il n'y a pas une organisation qui est parfaite, puis je pense pas qu'on va en trouver un jour, mais je pense que la FEUC a démontré depuis les dernières années que, en fait depuis les 25 dernières années, qu'elle est capable de s'améliorer. Des fois, elle manque son coup, mais qui ne manque pas son coup, mais majoritairement du temps, quand même, elle fait avancer des causes qui viennent vous toucher, vous directement, ou pas nécessairement, mais qui quand même viennent toucher les étudiants du Québec. Puis je pense que c'est pour cette raison-là qu'on devrait voter pour être restés unis, faire un front commun face au gouvernement que de dire qu'on va être capable de faire la différence en étant 14 000 ou avec une seule association étudiante. Je pense qu'on a toujours été plus forts unis. On l'a vu en 2012, on l'a vu en 2005. Je pense que si on reste unis et on décide de travailler ensemble à rendre l'association mieux, ben c'est là qu'on va avoir des vrais gains pour les étudiants. Puis c'est pas en restant tout seul dans son coin, en se disant que ça marche pas, fait qu'on va décider de s'en aller, qu'on va réussir à faire avancer ça. Donc merci beaucoup de votre écoute. Je vais rester disponible encore un peu pour répondre à vos questions. Ok, bonjour tout le monde. Je me présente, Joël Waudeville, je suis porte-parole de la Fédération étudiante, puis je suis aussi responsable des dossiers de développement durable, des affaires locales et communautaires. Je vais juste prendre la parole pour remercier les deux débatteurs qui, j'espère, vous ont éclairé dans ce débat qui se tient sur le campus depuis maintenant 2 semaines. Je prends la parole aussi pour vous rappeler d'aller voter, c'est très important, les 17, 18 et 19 novembre. On a besoin d'un taux de participation élevé afin que le référendum soit considéré. C'est un taux qui doit atteindre les 10%. Donc, que vous ayez une opinion ou même pas d'opinion, vous pouvez juste vous présenter et annuler votre vote. Au moins, vous serez considéré comme étant un participant. Alors, en vous remerciant beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le débat, en remerciant la GEFLESH de l'avoir organisé, en remerciant la présence des exécutants de la FEUC, en remerciant la présence de mon collègue Plourde, en remerciant la présence des deux débatteurs. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.